Bonjour tout le monde, bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons vous proposer quelque chose qui n'est pas forcément commun, une petite interview en MP3, en audio. Nous allons parler d'un thème particulier, un thème que certains d'entre vous ne connaîtront pas, que d'autres auront peut-être déjà entendu parler. Nous allons aborder le thème de la cryptozoologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la cryptozoologie? Pour cela, nous avons un invité, nous avons un expert dans le domaine. Nous avons Eric avec nous. Bonjour Eric. Bonjour Alexis. Alors merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour Dark News. Nous sommes déjà très honorés de t'avoir car tu es quand même un des pontifs du domaine dans le domaine francophone. Oui, Pour débuter, je te laisse te présenter tout simplement aux auditeurs. Bien, moi c'est Eric Joie, je suis originaire de Belgique et j'ai fondé une association il y a déjà plus de 25 ans autour de la cryptozoologie. Alors, on pourrait peut-être se demander comment je suis tombé là-dedans. En fait, on avait l'habitude, mon frère et moi, d'aller rejoindre le lit de nos parents le dimanche matin pendant qu'ils préparaient le petit déjeuner. Et mon père avait l'habitude de lire de toutes sortes de bouquins sur l'astronomie, sur la paléontologie, sur l'histoire, etc. Et un jour, je découvre donc sur sa table de nuit un livre intitulé Hommes des neiges et Hommes des bois de Ivan T. Sanderson et ouvrage publié en 1963 chez Plomb, et je commence à lire cet ouvrage, mais vraiment comme un roman, parce qu'il est super bien écrit, et en fait, il relatait les histoires de Yeti, de Bigfoot, etc., d'Agogwe, de CIT, et j'en passe, et j'avais bien sûr entendu, comme tout le monde, j'avais entendu parler du Yeti par Tintin au Tibet, bien sûr, et donc ça m'avait un peu interpellé. J'ai commencé à lire l'ouvrage et ça m'a passionné tout de suite, ça m'a passionné. Précision également que j'avais 7 ans et demi à l'époque. Et je me souviens que même à la fin de l'école élémentaire, l'école primaire, j'ai même fait un exposé sur le sujet devant la classe. J'en ai refait un au début de mes études secondaires, etc. Bon, donc voilà, je suis tombé dedans comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et par la suite, je me suis procuré, d'abord mon père m'en a acheté, et puis moi, quand j'ai eu les moyens, je me les suis procurés moi-même, plusieurs ouvrages de cryptozoologie, notamment des ouvrages de Bernard Ruvelmans et d'autres auteurs qui sont aujourd'hui complètement, ou du moins en partie oubliés, du moins hors du cercle des cryptozoologues. Alors voilà comment je suis parti là-dedans. Puis j'ai fait d'autres choses dans ma vie, bien sûr. J'ai fait des études, j'ai fait bien d'autres choses. Et dans les années 90, les années 90 pour les Belges et les Suisses, j'ai créé cette association dans le but de monter des expéditions à la recherche d'animaux non répertoriés et de diffuser l'information scientifique à ce sujet. Voilà comment c'est né, et ça fait plus de 25 ans que je suis dans le secteur maintenant, où j'ai eu l'occasion, pendant lesquelles j'ai eu l'occasion de faire d'excellentes rencontres et des rencontres tout à fait extraordinaires que je n'aurais peut-être pas faites si je ne m'étais pas lancé là-dedans et si j'étais rentré dans un secteur tout à fait traditionnel, boulot, métro, dodo. Voilà. Donc, peut-être que maintenant, il serait peut-être temps de définir ce qu'est la cryptozoologie. Ne crois-tu pas? Voilà, en effet, et il est vrai que tu es dans le domaine depuis bien des années, même depuis petit finalement. Oui. Et justement, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui se demandent cryptozoologie, mais qu'est-ce que cela veut dire? Justement, pour les novices, comment on pourrait définir cela? Alors, prenons la définition d'abord du terme cryptos, en grec qui veut dire caché, et zoon, l'animal, bien sûr, et logos, c'est la parole, le discours. Voilà, ça ce sont les traductions. Donc, la cryptozoologie est l'étude et la recherche des animaux non répertoriés, c'est-à-dire des animaux non définis, non identifiés par la science, du moins officiellement, mais dont on possède de forts indices d'existence ou de probabilité d'existence au travers de témoignages, au travers de preuves ou d'indices circonstanciés, c'est-à-dire indéterminés.
je veux dire par exemple une photographie, une empreinte de pied, des restes de nourriture, voilà, ça c'est ou bien également des indices ou des preuves otoscopiques, c'est-à-dire que tout le monde peut voir un cadavre, une plume, un poil, une dent, une écaille, etc., etc. Voir bien sûr le cadavre, je l'ai peut-être signalé, le cadavre en entier. Alors là c'est génial parce que à ce moment-là on peut faire des études anatomiques, des études ADN et l'animal rentre tout de suite dans le domaine de la zoologie à ce moment-là. Il reçoit un nom latin tel que Linné l'a défini dans les années 1758 ou 59. Donc voilà, c'est toujours appliqué aujourd'hui. Donc il reçoit un nom latin binomial et puis voilà, c'est bien et il rentre dans le domaine de la zoologie. Voilà, ça c'est en gros la cryptozoologie. Ce que tu dis est vraiment intéressant du fait que quand on se penche un peu dans les articles des journalistes, que ce soit en Belgique ou en France, oui, on se rend compte que finalement il y a beaucoup de bêtises de dites et ils arriveraient à nous faire passer la cryptozoologie pour quelque chose de farfelu ou d'imaginaire. Or vraiment quand on s'écoute, on se rend compte que derrière les recherches, il y a déjà de la matière, il y a déjà des études scientifiques et des arguments scientifiques derrière. Vous partez pas à l'aventure aux quatre coins du monde pour des choses imaginaires. Non, pas du tout. Alors, les choses imaginaires, il faudrait s'entendre sur le terme imaginaire. Oui. Mais tout à fait, au départ, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a toujours une étude préalable. Soit on découvre, ici c'est pas dans l'ordre, hein, parce que l'ordre, c'est comme dans les sciences naturelles, il y a des choses qui apparaissent et on suit pas nécessairement un ordre A plus B plus C. Parfois, on se trouve à B et puis on vient à A et puis on arrive à C. Donc, je veux dire par là que prenons un exemple, tu me parles d'un animal que tu as vu dans ton jardin. D'abord, je vais devoir définir si cet animal, si d'abord toi tu n'as pas fait une erreur d'identification, tu n'es peut-être pas zoologiste, donc parfois on confond un animal ou un autre et c'est assez facile de confondre par exemple une belette avec une hermine. Alors on sait bien, pour ceux qui le savent, que la belette et l'hermine n'ont pas la même taille, mais c'est quand même pas des animaux gigantesques. Et ceux qui n'en ont jamais vu disent « Ah, j'ai vu une belette ». Puis tu commences un petit peu à chercher, tu lui poses des questions, et petit à petit, tu te rends compte que la belette, c'est peut-être une belette, mais si tu te dis c'est un animal, ah oui, c'était au mois de décembre, elle était toute blanche avec le bout de la queue noire, déjà tu lui dis c'est déjà pas une belette. Tu te dis c'est déjà pas une belette. Parce que la belette ne change pas de poil comme ça entre l'été et l'hiver. Donc tu t'orientes déjà vers l'hermine. Donc erreur d'identification par le témoin. Deuxièmement, s'il te dit, et là je vais inventer, oui j'ai vu un animal qui est une belette, mais elle a la couleur verte. J'invente ici expressément. Là, tu te dis, soit le témoin, il me raconte des blagues, soit le témoin a mal identifié un animal qui a pu être une belette, c'était d'autres choses, ou soit le témoin a trouvé un animal qui n'existe pas officiellement, dont on n'a pas qui n'est pas répertorié dans le Zoological Record, etc. Et là, tu commences à mener ton enquête. Et tu retombes soit sur un canular, ou soit vraiment sur un animal qui n'existe pas, ou qui a existé peut-être il y a 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, voire 1 million d'années, voire davantage, et alors c'est un animal qui était connu des paléontologues, mais qui revient à la surface aujourd'hui, et finalement on croyait qu'il avait disparu, et il n'a pas du tout disparu, puisque le voilà. Alors, l'étape suivante, c'est d'obtenir une photographie de l'animal ou un film, et l'étape suivante encore, c'est de recueillir d'autres témoignages, bien sûr pour corroborer le témoignage de ton premier témoin, pour vraiment voir si cet animal a été vu par d'autres personnes dans la région ou dans la zone en question. Alors la région, ça peut être le village, mais ça peut être aussi tout un continent. Ça peut être éventuellement tout un continent ou toute une région, ou tout un département si on est en France. Là, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Et à ce moment-là, l'idée aussi est de voir si personne n'a un cadavre de cet animal qu'il aurait tué ou que son père aurait tué, aurait naturalisé, etc., etc. Une fois que tu as eu le cadavre, ou l'animal naturalisé, c'est déjà pas mal, et on est déjà fort content là-dessus, et on peut déjà, dans une certaine mesure, estimer que l'animal existe.
L'étape finale, c'est de parvenir à capturer ou d'avoir un spécimen mort ou vivant de l'animal. Alors, je sépare un petit peu l'animal naturalisé avec l'animal, le cadavre entre guillemets frais. Pour la bonne raison, dans l'animal naturalisé, tu n'as que la peau pratiquement de l'animal, tu n'as pas les organes internes. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Voilà, ça c'est en gros une démarche cryptozoologique avec des nuances, bien sûr. Voilà. D'accord. Bien, justement, j'ai une autre question qui va aller un peu dans le sens de ce que tu viens de dire. Étant donné que on se rend compte que c'est très technique et que finalement c'est un peu une étude de laboratoire, en quelque sorte. Alors, Dans le passé ou dans les dernières années, y a-t-il eu une découverte importante d'un animal qui, avant la découverte, était passé dans la cryptozoologie? Est-ce qu'un animal a été découvert et a prouvé que finalement la discipline était importante et permettait la découverte d'un animal qui était inconnu jusqu'à là? Alors, il y a de nombreux exemples d'animaux découverts récemment. Alors, je précise encore, il y a un autre nom qui est beaucoup plus récent que cryptozoologie et qui définit peut-être un peu mieux l'affaire, c'est zoologie prédictive. Alors, alors, prédictive, pourquoi? Parce que, préalablement, il faut que cet animal ait laissé une trace quelconque dans l'esprit humain, que ce soit sous forme d'écrits du passé, de voyageurs du XVIe, XVIe siècle qui ont vu l'animal, qui le décrivent plus ou moins correctement, ou bien de témoignages, comme je viens de dire, tu as vu dans ton jardin un animal inconnu que tu ne connais pas, ou bien des populations venant de Papouasie ou que sais-je d'où, qui te parlent d'un animal qui souvent est bien connu d'eux-mêmes, quoi. Donc si cet animal est inconnu, il est inconnu de nous, occidentaux. Mais souvent, ces populations le connaissent parfaitement bien, le chassent et s'en nourrissent à certains moments, ou ont des traditions autour de lui, parfois des tabous même, ce qui protège quelque part l'animal aussi, puisque s'il a des tabous, il ne peut pas être chassé, il ne peut pas être mangé, etc. Et il ne peut pas être capturé dans l'esprit de ces gens, donc il est protégé quelque part. Et je donne un exemple d'animaux comme ça, qui était connu, c'est le saola, ou pseudorix. En 1992, McKinnon, qui était un ornithologue, est chargé d'aller relever les espèces d'oiseaux dans le Vu Quang, qui est une province vietnamienne. Alors cette province n'avait plus été explorée et parcourue depuis plus d'un demi-siècle, en raison d'abord de la guerre du Vietnam, d'abord la guerre d'Indochine, et puis la guerre du Vietnam, et en plus les populations qui vivaient là n'aimaient pas trop voir des étrangers. Et certains prêtres, on peut le comprendre, et certaines personnes qui s'étaient risquées l'avaient payé de leur vie. Donc, on n'osait pas trop y aller. McKinnon y va, entre dans un village et il voit accroché sur les murs des habitations, il voit un massacre. Alors un massacre, c'est le dessus d'un crâne avec des cornes. Et il s'est dit, waouh, c'est quoi ce truc-là? Et ce massacre ressemble fort à des cornes d'oryx. Alors l'oryx, c'est cette antilope que l'on trouve au Moyen-Orient, en Arabie notamment, mais aussi en Afrique. Il s'est dit, il n'y a pas d'oryx par ici. Du moins, il n'y en a jamais qui ont été signalés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il demande aux paysans, qui disent, oui, nous on connaît bien, il s'appelle Saola, la chèvre de montagne. Waouh! Il dit, est-ce que vous pouvez m'en procurer une? Ah oui, 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 oui. Et, pardon, on parvient à lui obtenir un animal empaillé, donc naturalisé. Assez mal fait, mais enfin, quand même, il a un exemplaire de l'animal en question. Et à ce moment-là, on commence des recherches. Et quelques mois plus tard, effectivement, une jeune femelle est capturée, et plutôt confisquée des mains de braconniers qui allaient la vendre sur un marché du Laos ou du Cambodge. Je ne me souviens plus exactement, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc des gardes frontières capturent ou arrêtent ce braconnier et lui confisquent la jeune femelle âgée de 4 mois. Quelques mois plus tard, on va capturer dans la forêt un mâle âgé de 6 mois, et dans l'espoir, on dit maintenant on a un mâle et une femelle, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? L'espoir, c'est d'en faire de la reproduction et de pouvoir avoir des jeunes. Malheureusement, l'affaire va
assez mal se terminer, car le jeune man en question va mourir le premier d'infection pulmonaire vers la fin de 1993 dans cette zone-là, ou même 94. Il va donc mourir d'infection pulmonaire, et je crois, si mes souvenirs sont bons, la jeune femelle va suivre quelque temps après. Donc, résultat des courses, on n'a rien, on n'a pas pu faire la reproduction de l'animal, mais l'animal est tout à fait authentifié sous le nom de Pseudorix gettinensis. Voilà, Ah oui. ça c'est le nom latin. Voilà. En effet, donc on était vraiment sur du concret en quelque sorte. Oui. Et alors, en parlant de concret, justement, quel est ton avis sur la découverte, ou du moins ce qui était très cher à Cousteau par le passé, le fameux calamar géant? Qu'en est-il des recherches à l'heure actuelle? Je voudrais terminer un petit peu sur le Pseudorix, un dernier détail. En fait, D'accord. l'animal était connu des paléontologues qui avaient trouvé des fossiles de l'animal dans le nord de l'Inde, donc on n'est pas tout à fait dans la même région, et des fossiles qui dataient de 5 millions d'années. Donc c'est un animal qui vivait au tertiaire. À l'époque des tout premiers Australopithèques et compagnie, quoi. Je parle en Afrique, les Australopithèques. Donc c'était une époque bien lointaine où l'Homo sapiens n'existait pas encore. Eh bien, donc les paléontologues le connaissaient déjà. Et coucou, me revoilà 5 millions d'années plus tard, et je suis bien en vie et bien portant. Voilà. Pour l'histoire. Alors, pour revenir à ton calmar géant, en fait, le calmar géant était le premier qui a fait des études à ce sujet-là et a collecté des informations, c'est Éric Pontoppidan. Alors, Éric Pontoppidan était un évêque protestant norvégien. Enfin, non, il n'était pas norvégien, je crois qu'il était danois, mais il était au service de la Norvège et il avait été nommé évêque de Bergen en Norvège. Et donc, on est au XVIIIe siècle et il commence à s'intéresser à des sujets comme le grand serpent de mer, le calmar géant, et il va rencontrer les pêcheurs, les baleiniers et les marins du port de Bergen et de la côte norvégienne pour leur poser des questions et savoir ce qu'ils connaissent à ce sujet-là. Et donc, il va sortir un ouvrage à la fin du XVIIIe siècle reprenant tous ces témoignages qu'il a récoltés. Ça, c'est l'un des premiers à faire ces études. Alors, il y en a eu d'autres qui ont fait d'autres études par la suite, et avec plus ou moins de bonheur pour eux-mêmes, car en général, quand on s'attaque à ce genre de sujet, et qu'on est un scientifique reconnu, qui est employé par une institution, une université ou une autre, et qu'on s'attaque à ce genre de sujet, et surtout au début du XIXe siècle, eh bien, on est vite mis au banc de la société scientifique parce qu'on s'attaque à des choses qui n'existent pas, et des trucs pas très sérieux. Oui. Donc, le calmar géant, avec son cousin, le poulpe colossal, qui sont souvent liés dans cette recherche, les deux sont souvent liés et souvent confondus même. Eh bien, suite à un échouage dans les années 1850, je crois que c'est 56 ou 57, peu importe, à ce moment-là, l'animal est échouage en Norvège, à Terre-Neuve, l'animal est reconnu absolument comme étant réel. Et ce que racontaient les marins, comme quoi ils découpaient ces créatures et qu'ils les donnaient à manger à leurs chiens, est tout à fait vrai. Tout ce qu'ils racontaient, il n'y avait aucune légende à ce niveau-là. Donc, l'animal, par Steenstrup, est reconnu en 1800, dans les années 1850, je crois que c'est 56 ou 57, peu importe. Donc voilà. Donc l'animal rentre tout à fait dans la zoologie à ce moment-là, tellement bien qu'il est tellement nouveau que Jules Verne, dans 20 milieux sous les mers, va le mettre en scène, alors avec une confusion qui restera dans son roman entre le poulpe et le calmar.
et des erreurs au niveau zoologique, mais peu importe. L'animal apparaît dans 20 milieux sous les mers et bien sûr va être popularisé par le film avec le Kirk Douglas, 20 milieux sous les mers dans les années 50. Avec ce remarquable trucage pour l'époque où ce calmar attaque le Nautilus en question. Voilà. Donc le sujet du calmar géant n'entre plus dans le domaine de la cryptozoologie, si ce n'est que depuis, on a découvert d'autres espèces. Il y a l'Architeuthis dux, mais il y a l'autre dont j'ai oublié le nom, qui est le calmar colossal. C'est encore un autre calmar géant, calmar colossal. Ce sont encore deux espèces différentes, mais ils sont tous des animaux de belle taille. Le problème aujourd'hui qui reste, c'est que nous connaissons peu sur le mode de vie de l'animal. Nous connaissons peu également sur la longévité. On estime généralement qu'ils vivent 4 ans, quelque chose comme ça, et que nous ignorons également la taille maximale qu'un animal peut avoir. Alors, la taille maximale est calculée depuis l'aileron arrière, c'est ce qui caractérise notamment les calmars, c'est d'avoir une espèce d'aileron en forme de flèche là qui forme l'arrière, une espèce quand je dis aileron, non c'est plutôt une queue. Appelons ça une queue, c'est pas vraiment une queue, mais appelons ça pour vous donner une image, jusqu'à la longueur des tentacules. Alors je précise que tentacules, ce sont les deux grands fouets, c'est l'autre terme qu'on donne, qui prolongent le corps très très loin. Et que donc il y a deux tentacules et oui, bras. On ne parle pas de tentacules, on parle de bras. Comme pour la pieuvre, on parle de bras et pas de tentacules. Tentacule est une erreur de langage. La pieuvre a des tentacules, dont la pieuvre a des bras. Et le calmar a 8 bras et 2 tentacules. Alors ces tentacules lui permettent de capturer des proies, mais aussi servent chez les mâles d'organes de reproduction. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on sait. Voilà. En effet, oui, c'est quand même très complet. Mais en parlant justement d'animal marin, je pense qu'il y a un cas qui doit particulièrement t'intéresser, et il y a eu du nouveau l'année dernière. C'est le fameux cas du monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness. Voilà un dossier qui est très épineux, qui a eu beaucoup de rebondissements, pour arriver finalement à des conclusions que moi je défends, mais qui sont peut-être pas les conclusions définitives. Alors, l'histoire du monstre du Loch Ness. En fait, on a des témoignages de monstres là qui ne seraient pas seulement dans le Loch Ness, datant au moins depuis le XVIe siècle, si pas avant, parlant d'îles flottantes, parlant de vagues sans vent, parlant de poissons gigantesques. Voilà, ça ce sont les termes que les anciens chroniqueurs utilisent, et on a des témoignages déjà au XIXe siècle, quelques-uns, et en 1932, on creuse et on construit une route sur le nord du lac. Alors cette route va d'Inverness jusqu'à Fort Augustus, en passant par Drumnadrochit, Lewiston et compagnie. Et donc, avant, oui, il existait une route au sud du lac, qui était la route du général Wade, un Anglais, qui avait été construite au début du XIXe siècle pour permettre aux troupes britanniques, aux troupes anglaises plutôt que britanniques, d'aller de Fort George, qui se trouve sur la côte est, rejoindre Fort William, qui se trouve sur la côte ouest, et en passant par Fort Augustus, qui est à l'époque donc un fort de l'armée anglaise. Et cette époque, donc ça va être toute l'époque des troubles de l'indépendance écossaise qui vont tenter de repousser les Anglais. On a eu les feuilletons, vous connaissez peut-être le roman, et je crois qu'il y a 2 versions cinématographiques, une des années 50 et il y en a une qui date des années 90 avec Liam Neeson qui s'appelle Rob Roy. Qui raconte au début du XVIIIe siècle, à la fin du règne de Louis XIV, situer l'époque, qui raconte la lutte d'Écossais, de Highlanders contre déjà les Anglais à l'époque. Cette lutte va prendre fin en 1746 avec la bataille de Culloden. Donc c'est toute une période troublée où les Écossais se révoltent contre les Anglais, et les Anglais, pour contrôler la région, construisent une route qui passe au sud du Loch Ness. Alors cette route, elle est large
juste pour laisser passer un véhicule. Quand il y a deux véhicules là qui arrivent l'un vers l'autre, il y en a un qui va céder le passage à l'autre. C'est pas une route, c'est pas une autoroute, loin de là. Alors la route du Nord, qui est construite en 1932, est un peu plus large et permet et à deux voies, l'une qui va dans un sens et l'autre dans l'autre. Alors, donc on a, pour construire cette route, on a coupé tous les arbres de la rive, et donc on a une vue tout à fait dégagée sur le Loch. Donc on est en 1933, en avril, si les souvenirs sont bons, et Mackay, le couple Mackay, monsieur et madame Mackay, reviennent d'Inverness. Et ils entament la route au niveau du lac à un endroit qu'on appelle Loch End. Donc la fin du lac, mais en fait, quand on vient d'Inverness, c'est le début du lac. Et à un certain moment, il y a madame Mackay qui dit à son mari, regarde ce qui se passe sur le lac. Le temps qu'il se retourne, ben oui, c'était lui qui conduisait, il ne voit rien, bien sûr. Elle, qu'est-ce qu'elle a vu? Des remous sur le lac et une espèce d'animal qui semblait se tourner dans les eaux, etc. Le temps que son mari regarde, l'animal avait disparu. Alors, ils reviennent chez eux, ils sont tenanciers d'un hôtel à Drumnadrochit, et lors d'une soirée, quelques semaines plus tard, ils en parlent à Alex Campbell. Alors, qui est Alex Campbell? Alexander Campbell, a 25 ans, il est garde-pêche sur le loch en question, et aussi, ça a son importance, il est pigiste, freelancer, donc il est journaliste freelance à l'Inverness Courier, qui est un hebdomadaire publié, comme le nom l'indique, à Inverness. Et il dit, oui, moi j'ai vu effectivement plusieurs fois personnellement cette créature-là, ce truc-là sur le loch, et il rentre au journal et il en parle à son directeur, à son rédacteur en chef, qui dit, si ton animal existe, Alex, ça doit être un véritable monstre. Bah, c'est fort intéressant, on va le publier maintenant, parce qu'on a un peu de place dans le journal, on va le publier. Donc, il publie Le monstre du Loch Ness, l'article de Campbell, qui va être repris par le Daily Mail, qui est un journal de beaucoup plus grande importance, et cette histoire va faire le tour du monde. Il se fait qu'en 1934, nous avons la célèbre photo du chirurgien, qui représente le traditionnel dos avec un cou surmonté d'un cou, en forme de plésiosaure, je mets ça entre guillemets, et cette photographie va être le symbole du monstre du Loch Ness pendant des dizaines d'années. Je passe sur l'histoire. Il y a eu encore, entre autres, des canulars qui ont lieu aussi à cette époque, parce que l'histoire du monstre du Loch Ness est une histoire qui est empreinte de canulars, qui est empreinte d'erreurs d'identification, etc., etc. Et en 1993, Christian Sperling est à la fin de sa vie. Il rencontre deux journalistes qui viennent interviewer et il dit, mais moi j'ai une révélation à faire. Cette fameuse photo du chirurgien prise en 1934 est un faux. C'est un canular qui a été monté par mon beau-père qui était Marmaduke Wetherell. Alors, Marmaduke Wetherell est bien connu dans l'histoire de Loch Ness parce qu'il est l'auteur d'un célèbre canular, justement en 1934, où il dit avoir vu des empreintes du monstre du Loch Ness qui vont se révéler en fait des empreintes d'hippopotame, des empreintes c'était un porte-parapluie si mes souvenirs sont bons, qui avait été monté, donc une patte d'hippopotame qui avait été montée en porte-parapluie. Et donc on ne va pas entrer dans les détails, il y a des raisons pour lesquelles ce canular avait été monté par Wetherell, mais on ne va pas entrer dans le détail ici. Et donc, Sperling dit oui, mais non, cette photo est en fait un faux. Alors, on ne sait pas si Kenneth Wilson, qui est donc l'auteur de la photo de 1934, il était, pour préciser, il était chirurgien et gynécologue à Londres, un ancien, il était lieutenant-colonel de l'armée britannique, il avait fait l'armée des Indes, et on ne sait pas s'il était partie prenante dans ce canular, ou bien si lui-même avait été abusé lors de ce canular. Alors Sperling dit, non, et en fait, c'était un sous-marin jouet sur lequel on avait monté une
j'avais monté une espèce de coup comme ça représentant un plésiosaure et on l'avait lancé dans le lac et voilà, la photo a été faite comme ça effectivement et donc c'est un canular. Alors il y a des gens qui ont contesté en disant que en 1934 ce type de jouet n'existait pas encore, mais peu importe. Donc il y a quand même un petit mystère autour du canular lui-même. Donc voilà, donc à ce moment-là, le monstre du Loch Ness, il se casse la gueule, si je peux dire, d'une certaine façon. Malgré tout cela, les observations continuent. Chaque année, il y en a quelques-unes. Et on veut en arriver à différentes hypothèses. Alors, la première hypothèse, c'est le plésiosaure que nous pouvons tout de suite abandonner pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est que le loch en question n'a que 10 000 ans. C'est une espèce de résidu de la période glaciaire. La grande faille sur laquelle il se situe est une faille géologique qui, elle, a 400 millions d'années. Mais le lac lui-même n'a que 10 000 ans. Alors, on sait que les plésiosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. La question serait, comment un plésiosaure pourrait se retrouver dans un lac glaciaire de la période qui n'a que 10 000 ans environ d'existence. Ça, c'est le premier problème qui se situe. Le deuxième problème, bien sûr, mais on va pouvoir me dire qu'il y a peut-être une adaptation, c'est qu'un plésiosaure vivait dans des zones tropicales et donc dans des mers chaudes. Comment peut-il se retrouver dans un lac qui a en moyenne 5 degrés? Difficile. On pourra toujours me dire qu'il y a peut-être une évolution, une adaptation. Mais le plus important aussi à dire, c'est que maintenant on sait que les plésiosaures ne présentaient pas un cou comme ça, comme un cou de girafe, mais en fait nageaient comme un crocodile avec le cou à l'horizontale. À l'époque, on ne pouvait pas le savoir, mais aujourd'hui, c'est tout à fait établi que le plésiosaure ne pouvait pas lever le cou au-dessus de l'eau comme fait le monstre du Loch Ness, et comme on représentait les plésiosaures à cette époque-là, à cette époque-là, au début du XXe siècle et au XIXe siècle. Alors, il faut dire peut-être aussi que cette histoire du monstre du Loch Ness a bénéficié aussi d'autres choses. C'est une période où on commence à s'intéresser beaucoup aux dinosaures, et notamment sort en 1933 le célèbre film King Kong, où on voit des dinosaures et King Kong se battre contre des dinosaures. Alors tout ça, il y a aussi le film Le Monde Perdu qui est sorti en 1925 en cinéma muet, et donc tout cela, il y a une espèce comment je vais dire, d'esprit, d'atmosphère culturelle autour des dinosaures, et à ce moment, dinosaures et reptiles du secondaire, et à ce moment-là arrive la photo du chirurgien, c'est un plésiosaure dans le Loch Ness, chouette, on est tous contents. Non, ça c'est pas possible, voilà, comme je l'ai expliqué. Alors moi, je ne dis pas que le monstre du Loch Ness en tant que tel n'existe pas, je dis qu'il n'y a pas d'animal mystérieux et inconnu dans le Loch Ness. Alors ce serait dû à quoi? Alors, ce serait dû d'abord à des phénomènes hydrologiques, notamment l'existence d'une thermocline, c'est-à-dire d'une espèce de frontière dans le lac, frontière aquatique, hydrologique, entre des couches chaudes, entre guillemets, et froides, qui s'inversent 2 fois par an, ce qui fait que le loch ne gèle jamais. Déjà, ça fait déjà, sur l'esprit de nos ancêtres, ça posait déjà question, et donc définissait déjà le loch comme un loch ensorcelé, magique et compagnie, puisqu'il ne gèle jamais, même en plein hiver, même quand il fait moins 10 à l'extérieur, le loch ne gèle jamais. Mais maintenant on le sait pourquoi. On sait pourquoi. Alors, il y a cela, c'est phénomène produit, il y a aussi produit des courants subaquatiques qui donnent l'impression que quand le vent souffle d'un côté, que la vague remonte à contre-vent, ce qui est tout à fait impossible normalement, sauf dans des cas bien particuliers de courants subaquatiques. Alors, il y a des brouillards qui apparaissent également à certains moments, et des phénomènes, tout ça, et des phénomènes de mirage, qui font que peut-être un animal ou un oiseau du style cormoran ou du style grève paraissent être un monstre avec un long cou, etc. Alors, il y a aussi, dans le Loch Ness, c'est établi, des entrées de phoques, phoques gris et veaux marins, donc phoques communs, venant de la rivière Ness qui traverse Inverness, ou empruntant peut-être à certains moments le canal calédonien qui a été creusé en parallèle et qui permet
à des navires et à des bateaux, maintenant c'est surtout des bateaux de plaisance, de traverser le Loch et d'aller rejoindre la mer d'Irlande par toute une série d'écluses et compagnies qui prolongent le canal calédonien jusqu'à la côte ouest, à peu près au niveau de Fort William. Donc voilà, ça ce sont des phénomènes que l'on met ensemble. Alors, troisième élément, et tu viens là-dessus au mois de septembre, un Néo-Zélandais l'année passée a fait une étude de l'ADN environnemental, c'est une nouvelle technique. Maintenant, il ne suffit plus d'avoir un cadavre pour faire une étude d'ADN et de savoir quels sont les animaux qui sont présents dans un environnement. On peut le faire sur l'environnement lui-même, c'est-à-dire que quand tu te déplaces, et à fortiori sans les chaussures, quand tu te déplaces comme un animal ne possédant pas de chaussures, tu laisses toujours de ton ADN. Toi-même et moi-même, on en laisse. On touche la table qui se trouve devant nous, on laisse de l'ADN sur cette table. On laisse de l'ADN dans notre salle de bain, on laisse de l'ADN sur les plages quand on court, etc. Alors, quand on vit dans l'eau, on laisse de l'ADN aussi, on perd des écailles. On se soulage dans l'eau, les poissons ils sortent pas de l'eau pour se soulager, bien sûr. Il y a toutes sortes de substances que l'on retrouve dans l'eau, ou du moins d'ADN de substances de toutes sortes. On fait l'analyse. Alors, les études ont été d'abord faites dans le milieu marin, ce qui est beaucoup plus facile, bien sûr. Donc, on a pris des échantillons d'eau, on a fait des études d'ADN, on a identifié les ADN qu'on y trouvait, et on a pu identifier les espèces de poissons, voire de mammifères qui parcourent ces eaux, je ne vais pas dire quotidiennement, mais pratiquement. On a fait la même chose, un scientifique néo-zélandais a eu l'idée de faire la même chose au Loch Ness, et il a trouvé dans le Loch 80% d'ADN d'anguille commune européenne. Alors, l'anguille européenne mesure en moyenne 1,20 m à 2 mètres, mais personne ne dit que des spécimens plus grands ne puissent exister dans le Loch. Ça reste à prouver pour l'instant. C'est un autre mystère, finalement. Donc, pas de traces de monstres du Loch Ness, pas de traces de plésiosaures, pas de traces de créatures extraordinaires dans le Loch, seulement des anguilles. Alors, ces anguilles ont peut-être joué aussi un rôle dans l'histoire du monstre du Loch Ness, incontestablement. Quand on parle dans les légendes anciennes de poissons gigantesques, on va pas s'attarder sur le terme de gigantesque, mais on va parler sur le terme de grand poisson. Et je veux bien croire qu'un poisson de 2 mètres en forme de serpent, ça puisse impressionner des gens du passé qui n'auraient peut-être pas un chroniqueur, qui ne serait peut-être pas de la région, et qui voit qu'un pêcheur a ramené un truc pareil, il peut être impressionné de 2 mètres, ça peut être impressionnant. Malgré tout, quand on n'a pas l'habitude de côtoyer de tels animaux. Voilà. Ça c'est pour moi c'est le Loch Ness, on en est là pour le moment. Et donc, monstre du Loch Ness, oui, en tant que phénomène, en tant qu'animal non répertorié et inconnu, non. Voilà, ça c'est ma conclusion. Ce que tu as dit est vraiment très intéressant. Et pour revenir donc à l'étude qui a été faite en septembre dernier, ça met à mal... Elle n'a pas été faite, elle a été annoncée le 5 septembre. Annoncée, pardon, oui, excusez-moi. Ça met à mal quand même une théorie qui était assez répandue pour expliquer que le sonar ne pouvait pas tout trouver. C'était la théorie comme quoi il y avait des cavités dans le Loch Ness. Non, c'est faux. Voilà, donc là, cette théorie tombe complètement à l'eau, finalement. Oui, tombe complètement à l'eau, parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment une théorie disant qu'il y avait une cavité qui permettait, au monstre d'aller se cacher, donc d'échapper au repérage sonar, de deux, que certaines de ces cavités avaient des connexions avec la mer, et qui permettaient donc au monstre d'entrer et de sortir dans le lac, et donc d'échapper aux expéditions qui ont lieu. Parce qu'effectivement, il y a eu des expéditions, plusieurs, et les deux plus connues en quelque sorte, c'est l'expédition Deep Scan et c'est le projet Urquhart. Alors, l'une a lieu en 87 et l'autre en 92. Et la première en 87, j'ai le rapport, j'ai eu la chance d'aller un jour que j'étais sur place de trouver dans un coin toute une pile du rapport en question. Malheureusement, je n'ai pas eu la présence d'esprit d'acheter toute la pile. Oh, je crois qu'elle était mise en vente pour une question d'une livre ou quelque chose comme ça. C'était ridicule. Mais j'ai pas eu la présence d'esprit d'acheter toute la pile, mais j'ai quand même acheté un exemplaire.
donc c'est une étude très scientifique de cette expédition de 87 qui a balayé le Lorch sur pas la totalité du Lorch, mais une grosse partie du Lorch, avec une rangée de bateaux équipés de sonars. Alors il y a eu des difficultés à ce niveau-là d'interception, il y a eu de calibrage et de paramétrage des sonars, et certains ont pu peut-être avoir des erreurs à ce niveau-là, mais en tout cas rien n'a été repéré de concret à ce niveau-là. Oui, il y a 3 échos, mais qui peuvent être expliqués d'une façon ou d'une autre. Je l'ai fait, justement, j'ai fait je crois pas qu'elle est, que je l'ai mise en ligne, mais j'ai fait justement un webinaire, donc une conférence en ligne sur le sujet, l'année passée. Donc, je vais pas rentrer dans le détail ici, c'est pas le sujet, parce que j'en aurai pour 1h30. Donc, c'est pas le sujet. Mais, en fait, oui, donc en gros, à part ces 3 échos qui peuvent être expliqués autrement, mais sinon il n'y a rien eu de bien concret concernant l'existence d'un monstre dans Loch Ness, suite à ces études, avec des moyens modernes, je veux dire, qui ont été faits avec des moyens. D'accord, mais très bien, mais au moins on a fait le tour de ce mystère qui reste certainement le mystère le plus connu oui, dans le domaine. C'est aussi très lucratif au niveau de la région suite à cela. On trouve énormément de trucs parfois intéressants, parfois beaucoup moins intéressants, mais enfin bon, il y a des ouvrages qui ont été écrits qui sont assez, la plupart ont été sérieusement écrits. On trouve plein de choses autour de cela quand on va à Clondalkin. Il y a même un remarquable musée, une exposition, musée, qui permet de retracer toutes les études qu'on a fait autour du Lorch, toutes les hypothèses. On voit même des répliques, sinon pas l'appareil lui-même, qui a effectué une partie de ces études, quoi. Donc voilà. C'est très bien fait et très sérieusement fait. D'accord, c'est passionnant en tout cas. Et justement, les auditeurs actuellement, à mon avis, ils ont envie d'en savoir un peu plus. Mais dans le domaine peut-être des créatures qui ne sont pas forcément très connues. Alors, aurais-tu un cas de cryptozoologie, n'importe où dans le monde? L'orang-pendek est un petit primate qui a été repéré, quel que soit le nom qu'on lui donne selon les dialectes, a été repéré à Sumatra, à Bornéo et dans quelques îles de l'Indonésie. Et il y a des témoignages à ce sujet-là, il y aurait quelques empreintes de pas. Alors la première qui a été étudiée cela sérieusement était une journaliste qui m'a sauvé son nom, c'est Déborah Martyr, qui a récolté pas mal de témoignages dans ces régions-là. Et il se fait qu'il y a une histoire sur l'île de Flores qui raconte qu'il y a 100 ans, 150 ans, les gens ont enfermé dans une grotte ces créatures qui venaient piller les villages. Alors ils les décrivent comme des nains, c'est pas des yétis gigantesques, ce sont des petites créatures, mais qu'ils décrivent comme agressives, voire comme cannibales. Donc à un certain moment, ils en ont eu un petit peu marre des incursions dans leur village, ils se sont rendus dans la montagne, ont enfumé les grottes où vivaient ces créatures, selon les témoignages des locaux, et mettant fin ainsi aux déprédations de ces créatures en question. Alors c'est décrit comme des petits hommes bipèdes, velus, ayant un langage que personne ne comprend, agressifs, cannibales, etc. Alors, on peut se dire que c'est une légende. Oui, sauf que, et là, la question, y a-t-il un lien ou pas? On découvre en 2003, j'espère ne pas me tromper, on découvre là-dessus des restes de petits hommes, effectivement, dans une des grottes de l'île de Flores. Alors des créatures qui ont 1,10 m à peu près, qui ont des caractéristiques à la fois d'Homo erectus, mais aussi d'Homo sapiens, sont quelque chose d'un petit peu bizarre, qui ne colle pas à ce que l'on croit savoir de l'évolution humaine. Alors les premiers témoignages, les premières analyses disent 15 000 ans,
Donc ça c'est déjà très tard. N'oublions pas que depuis la disparition de l'homme de Néandertal il y a 27 000 ans, 28 000 ans, on estime que, du moins la disparition supposée de l'homme de Néandertal il y a 27 000 ans, on est, déclarent les scientifiques, la seule espèce humaine encore vivante sur cette terre. Alors que l'on découvre ces créatures dans des couches qu'on évalue à cette époque-là à 15 000 ans, 18 000 ans, quelque chose de cet ordre-là. Donc à l'époque, ici, nous étions à l'époque à peu près de l'Aurignacien, des gravures de Lascaux, enfin des peintures de Lascaux et compagnie. Donc, choc dans la communauté scientifique, c'est pas possible, des hominidés à l'époque, c'est pas possible, etc. Alors, aujourd'hui, je rectifie tout de suite, on les recule plutôt vers 50 000 ans, voire 80 000 ans. N'empêche que même si c'est 50 000 ans, 80 000 ans, c'est quand même une nouvelle espèce humaine en question. On en trouve plusieurs individus. Alors, c'est comme avec l'homme néandertal. On dit d'abord que ce sont des individus anormaux, mais quand on se retrouve avec quelques squelettes, quelques dizaines de squelettes, sur échelonnés sur des périodes différentes, on peut plus dire qu'il s'agit d'un anormal, peu importe. Et donc, actuellement, l'homme de Flores est reconnu comme une espèce à part entière par la plupart des paléontologues. Alors, ce qui est curieux, c'est que on a ces petits hommes bien établis par la paléontologie, primitifs, et de l'autre côté, on a ces légendes concernant l'orang pendek, porte le nom qu'on lui donne localement. Voilà, donc y a-t-il un lien ou pas? Certains le font, mais la question reste ouverte encore. En effet, oui. Donc oui, c'est vraiment un cas. Moi-même, je ne le connaissais pas. Voilà. Donc c'est passionnant et justement, j'en profite pour informer nos auditeurs que ces cas rares comme cela, on aura l'occasion d'en parler le dimanche 15 à partir de 20h, où Eric pourra nous proposer, via un logiciel internet qu'il possède, de nous faire une conférence où il répondra à vos questions, et une conférence où il pourra nous proposer diaporamas, photos, tout sera présent en direct. Voilà, donc on vous en parlera davantage dans le petit résumé de notre article. Vous aurez un lien à cliquer où vous pourrez vous inscrire. Et voilà, donc ça risque d'être passionnant parce qu'Eric a encore vraiment beaucoup de choses à nous apprendre. N'oubliez pas que j'ai aussi une autre conférence qui va avoir lieu où je vais interroger une personne qui va nous parler du tigre de Tasmanie ou loup marsupial ou thylacine, et ça ce sera la veille, ce sera donc le 14 à 20h. D'accord, mais on le notera également. Et je donnerai le lien. Voilà. Tu transmettras le lien des gens qui sont intéressés, puis voilà, je leur enverrai le lien où s'inscrire à cette conférence que donnera une de mes collègues, Adèle David. Voilà. Mais oui, il est vrai qu'on se rend compte en t'écoutant que finalement la cryptozoologie c'est vraiment une discipline passionnante. Et justement, en parlant de cryptozoologie, il me semble que tu es l'organisateur depuis de nombreuses années du colloque européen de cryptozoologie. Alors oui. Et le prochain, me semble-t-il, a lieu au mois d'avril. Oui, tout à fait. Alors nous allons parler de certaines de ces créatures effectivement au mois d'avril, le 18-19 avril à Bruxelles, et ce sera la 18e édition des rencontres européennes de cryptozoologie où des scientifiques viendront justement parler de toutes ces créatures. Pas de toutes, mais de certaines de ces créatures, et il est prévu 8 conférences pour le moment. Voilà, donc on commencera le samedi à 14h pour se terminer le dimanche à 16h30, 17h environ. Voilà, c'est ce qui est prévu donc le 18 et 19 avril prochain. Mais je propose que l'on en parle plus largement lors de notre interview du 15 avril. On aura l'occasion d'en parler en direct dimanche prochain. Ce sera là, voilà. Si à mon avis les gens pourraient être intéressés pour y venir. Il y a de la place. Il est vrai que tu as. Il faut noter également. Ça se remplir, mais il y a encore de la place. Alors oui, il faut noter également que tu invites des scientifiques venant du monde entier. C'est vraiment quelque chose de pointu.
il y aura des gens qui viennent de France, qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Grande-Bretagne, j'en ai deux, de Grande-Bretagne qui viennent, et c'est notamment le docteur Paxton, qui est de l'université de Saint-Andrew en Écosse, va venir faire un exposé sur les serpents de mer, le monstre du Loch Ness, etc. Quoi, hein, voilà. On en parlera plus précisément la semaine prochaine, quoi. En Voilà. effet, oui. Mais voilà, on va en parler longuement. Et justement, une dernière question, après je te laisserai le mot de la fin. Pour toi, quels seraient les conseils que tu aurais à donner à une personne qui voudrait débuter la cryptozoologie? Bien, la première, il y a deux conseils que je peux donner. Le premier conseil, ce serait de lire, de trouver les ouvrages. Alors, si je peux même dire que la plupart des ouvrages, malheureusement, sont écrits en anglais. Beaucoup d'ouvrages sont très intéressants. Les anglo-saxons sont plus loin que nous au point de vue des recherches. Nous, on est encore en train de se demander, et regarde, c'est la preuve encore aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la cryptozoologie, quels sont sur l'écran dossier, le monstre du Loch Ness, est-ce qu'il existe, est-ce que le Yeti existe, est-ce que le Bigfoot existe, non, les anglo-saxons sont beaucoup plus loin, on ne se pose plus la plupart de ces questions, on se demande qu'est-ce que c'est, non pas s'ils existent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela. Et sur certaines de ces créatures, ils sont tout à fait convaincus, comme le Bigfoot par exemple, ils sont tout à fait convaincus de l'existence. Moi aussi, je vais sur place chaque année. D'ailleurs, tiens, c'est l'occasion de dire que si des gens désirent m'accompagner au mois de mai, c'est tout à fait possible pour le moment. Donc du 23 mai au 5 juin, je me rendrai sur place afin d'enquêter sur le fameux Bigfoot. On en reparlera peut-être la semaine prochaine, du Bigfoot en question qui est... Là, je vais faire un raccourci hasardeux, comme on dit, qui serait le Yeti nord-américain, toute proportion gardée. Hein, ça, je mets entre parenthèses, parce que Yeti, c'est une chose, et Bigfoot, c'est peut-être autre chose. Non, voilà, c'est pour faire une image, quoi, je veux dire. Hein. Oui, finalement, le cryptozoologue, c'est un aventurier, il est un peu comme Indiana Jones, ça. Ah, il peut être un aventurier. Alors, cryptozoologues, ils peuvent être... on a besoin de beaucoup de bras, si je peux dire, dans le secteur. Alors, il y a des gens comme Michel Rénal qui vont très peu sur le terrain, qui, eux, sont plutôt des rats de bibliothèque et des vers d'Internet, hein, à aller fouiller Internet de fond en comble, à aller fouiller les bibliothèques à la recherche de documents. Ah oui, il y avait un document qui a été publié en 1936 par un tel, il faut que je le retrouve. Bon, voilà. Ah oui, un tel parle de tel document, il faut que je retrouve le document original. Ça, c'est un petit peu Michel Rénal. C'est super comme boulot. Moi, c'est un boulot que je pourrais pas faire, qui est tout à fait essentiel dans la cryptozoologie. Et puis, il y en a d'autres comme moi, comme il y en a d'autres comme le français Michel Ballot, il y en a d'autres comme Jean-Louis Moret, qui viendra nous parler de la mastie de l'homme sauvage du Caucase lors du colloque en question, lors des rencontres en question, eh bien, qui vont sur le terrain. Et on essaye de retrouver des éléments concrets de l'existence de créatures et de les ramener vers la science pour autant qu'on puisse le faire. Alors c'est parfois des zones un peu plus calmes comme les miennes au Canada, en Amérique du Nord, il n'y a pas trop de problème. Moi, au Caucase, c'est un petit peu plus compliqué, politiquement parlant. Moi, je connais quelqu'un, une compatriote, enfin, je connais plutôt de nom parce que je connais pas très bien ce qu'elle fait, qu'elle va travailler, elle travaille sur l'homme sauvage de l'Altaï, donc du côté mongol, du côté sibérien. Elle travaille un petit peu là-dessus, mais j'ai eu un ou deux contacts avec elle, je sais pas exactement ce qu'elle fait à ce niveau-là, mais on va continuer notre contact. Le seul problème, c'est qu'elle est néerlandophone. C'est la deuxième langue en Belgique. Il y a fort longtemps que je n'ai plus pratiqué cette langue, et donc je rame un peu quand il s'agit de m'exprimer dans cette langue-là. Bon, ouais, voilà. Mais écoute, de mon côté, je te remercie beaucoup pour cette interview vraiment passionnante. Le premier interview parmi tant d'autres. Donc voilà, je rappelle donc à nos auditeurs qu'on vous donne rendez-vous dimanche 15 mars à partir de 20h, où vous pourrez, sur une plateforme, poser toutes vos questions à Eric
Il sera là pour y répondre. Il sera là aussi d'ailleurs. Et je serai là également, bien entendu. Et je comme on le fait aujourd'hui, mais à ce moment-là, il y aura ce sera plus visuel, quoi. Oui, voilà. Et justement, tu nous parleras de cas passionnants inconnus. Tu nous parleras également de la bête du Gévaudan, qui est vraiment un oui, effectivement. Et est-ce que un loup, un tueur en série, qu'est-ce que ça aurait pu être? On en parlera dimanche prochain. Et je pense qu'il y aura des gens qui nous écoutent actuellement, qui ont des questions à poser et qui te les poseront en direct. Je pense que ça sera passionnant. Et que vous viendrez nombreux. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on peut poser en direct des questions à un cryptozoologue. Donc moi j'en ai quelques-unes questions, je l'ai déjà préparées. Super, on verra ça. Voilà. Et je te laisse comme tout de même le mot de la fin, si tu as quelque chose à dire d'autre qui te passe. Ouais, non, sinon que j'ai passé moi un très bon moment en ta compagnie, c'était, oui, parce qu'on n'a pas vraiment eu, c'est à peu près un peu de choses près les premières fois qu'on se parle, donc c'était très 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 bien, même si ça fait des années qu'on se connaît entre guillemets, mais bon, de loin, de loin, oui, c'est ça. Donc c'est très bien, et que moi tout ce que je souhaite, c'est que les gens puissent s'intéresser à ce sujet-là, ne voient plus la cryptozoologie comme des articles d'effets divers dans les journaux, parce que c'est vrai qu'on voit encore récemment l'échouage de monstres marins et qui finalement on se rend compte que ces monstres marins sont soit des cétacés, genre orques et compagnie, ou bien des requins pèlerins ou ce genre de trucs, et qu'il n'y a rien du tout comme un monstre marin inconnu, un plésiodore, un machin, non. Il n'y a rien de tout ça, finalement, il n'y a rien de tout ça. C'est pas déforcer la cryptozoologie, je fais, la cryptozoologie, je précise, n'est pas la recherche absolument et de prouver que les monstres existent ou que des monstres existent, c'est pas ça. On est aussi dans le domaine où on détricote et on démolit des légendes, on démolit des animaux soi-disant inconnus ou qu'on estime inconnus. Nous, c'est aussi notre travail, après, on va dire à charge et à décharge, comme on dit en droit. On n'est pas tout dans une seule ligne. Oui, ça c'est non. On étudie la chose et puis on voit ce qu'il y a derrière. Parfois on est surpris, et je vais terminer là-dessus, parfois on découvre effectivement que c'est un nouvel animal, et parfois on découvre que c'est un nouvel animal, mais pas celui qu'on attendait trouver. C'est autre chose. Oui. Tu m'as dit une phrase très intéressante hors antenne. C'est la fameuse phrase où, en fait, la cryptozoologie, c'est un peu découvrir ce qu'on ne cherchait pas. À certains moments, oui. Certains moments, oui. Tiens, j'ai encore un cas, mais on en parlera dimanche prochain. C'est le cas du Murungu, la panthère d'eau. On était parti sur une hypothèse, et moi, maintenant, petit à petit, je me rends compte que, en recoupant des informations de gens qui ne se connaissent pas et qui vivent dans des endroits différents, en Afrique, Murungu, c'est panthère d'eau en Banda, Banda est une langue qu'on parle en Centrafrique, finalement, émerge de cela un portrait d'un animal que j'avais quelque part sous les yeux, mais j'étais encore braqué sur l'hypothèse de Bernard Heuvelmans, que je ne cautionne plus du tout aujourd'hui. Donc voilà, il y a des choses qui évoluent, malgré tout, et voilà, c'est ça qui est passionnant finalement. C'est très bien d'évoluer. Au moins, ça nous permet de pas rester avec une idée fixe qui est, voilà, de pas être buté, de pas être borné. Et tous les jours, on en apprend de toute manière. Et nous aussi, tous les jours, on en apprend. Oui, on a beau avoir, même toi, tu as beau avoir 30 ans de cryptozoologie derrière toi, tu en apprends tous les jours encore. Tous les jours. Il y a des moments, il y a des choses qui me font bondir, il y a d'autres moments, des choses, je me dis, ah ouais, c'est peut-être pas idiot cette hypothèse. Ah ouais, il y a des moments, on se dit, et on en parlera sur la bête du Gévaudan, non, ça tient pas la route, non, et oh là là, où est-ce qu'il va là-dedans? On est parti dans de la fiction totale, parce qu'il y a telle ou telle chose, mais non, c'est totalement impossible pour les pauvres, pour des trucs comme ça, quoi. Donc il faut quand même rester un peu les pieds sur terre et se dire, ok, on a une hypothèse aujourd'hui, mais est-ce qu'elle était applicable dans le temps? Ok, on a des trucages que l'on peut faire aujourd'hui, on peut faire des photos truquées, il y a Photoshop, etc. Il y a 50 ans, il n'y avait pas Photoshop. Donc il faut aussi ne pas faire, je dirais, des anachronismes.
Oui. Voilà, et que qu'il soit scientifique ou qu'il soit technique. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, on n'avait pas les mêmes instruments et la même technologie et les mêmes techniques que ce que l'on a aujourd'hui. Là, il faut en tenir compte. Ce qui d'ailleurs aujourd'hui parfois nous complique les tâches aussi, qu'on nous complique surtout YouTube, Facebook. Oh oui, beaucoup de choses. Parfois la tâche Beaucoup aussi. de canards, beaucoup de Il n'y a recherches. pas de canular, de fausses photos de Yeti, de fausses photos de Bigfoot, de fausses photos d'OVNI, pour parler de Oh oui, dans le domaine de l'écologie. Et des gens qui malheureusement sont des trolls comme on dit, qui polluent des dossiers, qui polluent des trucs parce que eux-mêmes n'y croient pas. Allez, on va faire un bon canular, on va se déguiser en je sais pas moi, en Batman ou n'importe quoi et pouf, voilà, l'homme chauve-souris, c'est bon, et on est parti sur. Alors c'est toujours des images. Mais ça peut s'expliquer, même pour les vrais qui sont flous, ou bien on se rend compte vite, en général, très vite on se rend compte, on dit oui mais non, ça c'est pas possible. Oui, écoute, c'est pas possible. je te remercie beaucoup en tout cas Eric pour cette petite heure en ta compagnie. Ça a été vraiment passionnant et je propose à tous les auditeurs qui nous laissent un petit message de faire notre page de Dark News pour dire un peu ce qu'ils en ont pensé. Et puis on vous dit également à dimanche prochain en espérant qu'on sera nombreux. Ou un samedi, pour ceux qui voudraient entendre parler. Et samedi également, oui. Et samedi également pour références personnelles. Comme aujourd'hui, ou a-t-il totalement disparu? Ça, ce sera le sujet. Donc, voilà, je le mettrai dans l'article. Ouais, parfait. Allez, au revoir tout le monde, bon week-end, bon après-midi et à plus tard. Merci.